Il existe un endroit dans le monde où sont nées l'écriture, les lois, les villes, ainsi que les guerres les plus dévastatrices du XXIe siècle. Un territoire où ont coexisté des sages, des prophètes et des dictateurs, où la gloire et la destruction ont marché main dans la main pendant plus de 5000 ans. Ce territoire, nous le connaissons aujourd'hui sous le nom d'Irak, mais son histoire va bien au-delà du pétrole, des bombes et des gros titres des journaux télévisés. Comment est-il passé du berceau de la civilisation à l'épicentre du chaos mondial? La réponse réside dans son passé. Crois-moi, ce n'est pas l'histoire qu'on t'a racontée. Accompagne-moi dans ce voyage pour comprendre la complexité de l'un des pays les plus fascinants et incompris de la planète. Aujourd'hui est un jour très spécial. Cette vidéo est très spéciale car nous allons faire un parcours à travers l'histoire de ce pays, depuis les découvertes des milliers d'années avant Jésus-Christ, qui ont été vitales pour l'évolution de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Jusqu'à l'histoire la plus récente, pleine de catastrophes, de guerres et de chaos, qui nous laisse aussi de nombreuses leçons sur la façon dont il ne faut pas être dans cette vie. Et nous allons là commencer au dernier monument encore debout de Saddam Hussein. Parce qu'aujourd'hui, en l'an 2025, c'est inscrit dans la loi et il est totalement interdit tout type d'adoration, de culte ou d'hommage à cet homme qui a tant fait de mal à ce pays. C'est le seul monument qui n'a pas été démoli, uniquement dans l'intention que le passé si sombre que ce pays a vécu soit toujours rappelé afin de ne pas le répéter. Ils adorent ça, comme les agents de sécurité, la police, ils adorent s'y poser pour la photo, sourire. Salam alaikum. Mais ne nous précipitons pas, remontons environ 4000 ans avant Jésus-Christ, avec les Sumériens, la première civilisation enregistrée en Mésopotamie sur les terres qui sont aujourd'hui l'Irak. Dans l'Antiquité et pendant près de 2000 ans, ces terres ont été habitées par ces personnes qui étaient très intelligentes. En fait, on leur attribue également l'invention de l'écriture cunéiforme. Donc ici, dans ce même pays, ce qui était la Mésopotamie il y a 6000 ans, si on le regarde d'aujourd'hui, c'est là non seulement qu'on a inventé l'écriture, mais ils ont aussi inventé le code de loi, des architectures pour les temples, l'astronomie. C'était de véritables génies. Ensuite sont arrivés les Akkadiens, de l'an 2334 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 2154. Ceux-ci étaient assez connus pour avoir le premier gouvernement structuré, avec des gouverneurs et une bureaucratie pour pouvoir administrer les territoires. En fait, on dit aussi qu'ils ont été les premiers conquérants du monde. Et ensuite, vers l'an 1894 avant Jésus-Christ, les Babyloniens sont arrivés. Et c'est là que la visite archéologique que nous faisons aujourd'hui prend toute son importance. Et celle que vous voyez ici, c'est la porte d'Ishtar et l'une des principales entrées de la ville de Babylone. C'est l'une des structures les plus impressionnantes du monde antique. Et bien qu'elle ait été construite vers l'an 575 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire presque 1300 ans après l'installation de cette civilisation ici en Mésopotamie, elle possède une architecture monumentale. Et de cette façon, nous faisons notre entrée officielle par les portes d'Ishtar, qui n'était pas seulement l'entrée physique de Babylone, mais aussi une entrée symbolique. Parce que c'était comme une ville pleine de progrès, de lois, d'architecture, de modernisation pour l'époque. Et c'est intéressant de pouvoir explorer
Les vestiges, évidemment reconstruits et restaurés, mais ici se développait l'une des civilisations les plus intelligentes de l'histoire de l'humanité. De l'Empire babylonien, nous devons nous souvenir de deux personnes, notamment Hammurabi. Vers l'an 1700 avant Jésus-Christ, on lui attribue la création du premier code de loi. Après plusieurs conquêtes, l'Empire babylonien a ressurgi et vers l'an 600 avant Jésus-Christ, il y eut un empereur qui s'appelait Nabuchodonosor ou quelque chose comme ça, deux, pas un, mais deux. Et c'est lui qui a ordonné la construction des jardins suspendus et qui sont un peu controversés car ils font partie des 7 merveilles du monde antique. Mais il n'y a pas vraiment de preuves concrètes qu'ils ont été construits, donc il y a un débat parmi les historiens. Salut mon ami, merci. Et si vous vous demandez pourquoi précisément ici en Irak, là où tu te tiens, c'est ici que cet empire et ses civilisations ont été bâtis, et c'est parce que ce pays se trouve entre les fleuves Euphrate et Tigre. Ici, on en voit un et l'autre serait plus haut, qu'on ne voit pas sur cette image. Et évidemment, les sols des environs étaient très très fertiles. Une fois que nous avons passé cette réplique de la porte d'Ishtar, qui est l'entrée de ce site archéologique, nous arrivons à ce qui était le palais de Nabuchodonosor. Et il y a une partie qui correspond à peu près à un quart vers le bas, qui est d'origine, c'est-à-dire qu'elle a 2700 ans. Et ensuite, la partie supérieure a été achevée plus tard. Mais le plus fou, c'est que vous pouvez voir cette arche et la comparer avec l'image qu'il nous montrait. Le guide, c'est ainsi que ce lieu a été découvert. Simplement, encore une fois, sous le régime de Saddam Hussein, il a ordonné d'enterrer presque toute cette structure, puis de construire la partie supérieure. Pourquoi? Honnêtement, il n'y a pas de théorie certaine, mais notre guide nous dit que ce sont des raisons politiques. Quel genre de raisons politiques? Je ne sais pas, mais c'est impressionnant qu'au moins, toute cette partie inférieure soit accessible aujourd'hui, 2700 ans après sa création. Vous savez que, parmi tant de choses, les Britanniques sont connus pour posséder le plus grand nombre de pièces archéologiques d'Égypte. Mais on m'a dit aujourd'hui que le pays dont ils possèdent le plus de pièces, c'est l'Irak. Je ne sais pas si certains de ceux qui regardent cette vidéo peuvent le confirmer ou l'infirmer. Mais on dit que dans les musées du Royaume-Uni, il y a des pièces d'Irak, d'Iran et d'Égypte, à ne plus savoir qu'en faire. Ce que vous voyez ici est l'une des choses les plus impressionnantes que nous verrons lors de notre visite d'aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ces empires ont été construits par couches, c'est-à-dire que plus l'empire était récent, plus la ville était construite sur la précédente. Ce que nous voyons ici derrière fait partie de la porte d'Ishtar originale, mais pas celle que vous pensez appartenir à l'empire. Nabuchodonosor. Non, mais de l'empire d'Hammurabi, c'est-à-dire presque 4000 ans avant Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que les Allemands, qui ont été ceux qui ont découvert cela, ont emporté tout ce qui appartenait à ce dernier empire. En fait, les briques étaient à bleu, comme celles que l'on voyait à l'entrée de ce site archéologique. Et d'eux, ils ont tout emporté pour créer un musée là-bas en Allemagne. Cependant, ils ont continué à creuser et ont trouvé les vestiges de la première porte d'Ishtar. On dit aussi qu'en dessous de tout cela se trouvent des vestiges de la civilisation sumérienne, c'est-à-dire il y a 6000 ans, mais ils n'ont pas voulu continuer à creuser parce qu'il y a de l'eau
et qu'il pourrait alors finir par détruire tout ce qui existe aujourd'hui. Ce que nous voyons ici, ce sont les vestiges de la première écriture inventée par l'humanité, appelée cunéiforme. Et oui, beaucoup penseront qu'il s'agit des hiéroglyphes en Égypte, mais en réalité non, ce furent les Sumériens, comme je vous l'ai dit au début. Ce que vous venez de voir a 2700 ans d'ancienneté, c'est-à-dire 600 ans avant Jésus-Christ. Mais cette écriture est déjà enregistrée depuis 6000 ans et on a trouvé beaucoup de preuves. En fait, on nous dit qu'ici en Irak, il y a plus de 15 000 sites archéologiques où l'on a trouvé non seulement des écritures cunéiformes, mais aussi de l'architecture de l'époque et des édifices qui nous époustouflent et nous font nous demander comment cela a-t-il été construit à cette époque. Mais bon, je ne veux pas continuer à m'attarder sur l'histoire si ancienne de ce pays, alors je vais vous résumer un peu. Depuis la chute de l'Empire babylonien, ils ont été conquis par les Perses, puis les Grecs sont arrivés, en fait Alexandre le Grand est mort ici, puis les Perses sont revenus, encore une fois, jusqu'à l'an 700 et quelques après Jésus-Christ, lorsque les Arabes se sont unis et sont revenus sur ce territoire, renversant les Perses. Et si vous vous demandez qu'est-ce qui a uni les Arabes qui étaient dispersés dans toute la région pour former cette armée qui allait ensuite renverser les Perses, c'était l'islam. Mohammed, qui fut le dernier prophète de cette religion, partit de La Mecque jusqu'à Médine, le 16 juillet de l'an 622, et ce même jour est considéré comme le premier jour du calendrier islamique. Aujourd'hui, nous serions à peu près en l'an 1403. En fait, dans des pays comme l'Afghanistan ou l'Arabie Saoudite, c'est cette date qui est utilisée dans les documents officiels du gouvernement. Et depuis l'an 762, Bagdad devient la capitale du califat. Abbaside, si vous vous demandez qu'est-ce qu'un califat, fondamentalement, c'est un système de gouvernement où le calife, qui serait comme le président, est un successeur politique et religieux du prophète Mohammed, ou en espagnol, Mahomet. Jusqu'à l'an 1258, l'Irak a vécu près de 500 ans de ce que l'on appelle l'âge d'or islamique, où elle a été caractérisée par l'innovation, par toutes sortes d'études scientifiques, mathématiques, philosophiques, astronomiques, jusqu'à ce qu'en l'an 1258, les Mongols envahissent Bagdad et détruisent tout. Là, il s'est écoulé environ 4 siècles, pendant lesquels la ville a été sous le contrôle de différents empires, de guerres et d'une grande instabilité. Mais au XVIe siècle, elle est devenue une partie de l'Empire ottoman, où elle a trouvé une certaine stabilité, entre guillemets, jusqu'au XXe siècle. Et avec la chute de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, l'Irak devient un mandat britannique jusqu'en 1932 années, où il obtient son indépendance. Cependant, ils allaient être fortement influencés par ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni. En fait, les billets de ce pays étaient des produits au Royaume-Uni jusqu'à environ 1990. Mais ne nous avançons pas trop, car ce palais que vous voyez au fond est très important dans l'histoire de ce pays. Pendant près de 4 décennies, le pays a subi de nombreux coups d'État, une instabilité politique et des changements de gouvernement. Jusqu'en 1968, lorsque le parti Baas est arrivé au pouvoir et que l'une de ses figures les plus influentes fut Saddam Hussein. Mais ce n'est qu'en 1979 que ce dictateur est arrivé au pouvoir. Et ce palais que vous voyez derrière moi, il l'a fait construire en 1995 avec ses airs de supériorité. Il a dit « Regardez, je veux un palais en face de la zone archéologique de Babylone.
parce qu'il pensait avoir la même importance historique pour ce pays que tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. En sortant de ce site archéologique, nous avons trouvé ces briques estampillées sur le mur qui ont été commandées par Saddam Hussein dans le but de représenter l'écriture cunéiforme. Mais elles sont écrites en arabe, comme pour laisser son héritage dans l'histoire de ce pays, et bien croire qu'il était à la hauteur des grandes découvertes qui ont eu lieu depuis la Mésopotamie. Une courte anecdote avant de poursuivre l'histoire de ce pays. En ce moment même, je me trouve dans la partie centrale du palais de l'ancienne Babylone, là où Alexandre le Grand est mort. Ensuite, ils ont essayé de transporter ses restes vers Alexandrie et ils se sont perdus en chemin. En fait, il y a de multiples fouilles pour essayer de les retrouver et ils ne les ont toujours pas trouvés. On vient de nous dire qu'une série est sortie sur Netflix il y a quelques mois. En parlant un peu de toute cette histoire, vous pouvez aller la voir, et voilà. On revient tout de suite avec l'histoire de l'Irak. Et seulement un an après que Saddam ait pris le pouvoir, en 1980, a commencé l'une des guerres les plus sanglantes du siècle contre l'Iran, à cause de disputes territoriales concernant des rivières proches de la frontière, car il disait que c'était des zones stratégiques. Le fait est qu'après 8 ans de guerre, il n'y a eu aucun vainqueur. Aucun des deux pays n'a pris de territoire à l'autre, mais il y a eu beaucoup de pertes humaines. On estime qu'1 200 000 personnes ont perdu la vie dans ce conflit. Environ 500 000 ici en Irak et environ 700 000 en Iran, pour finalement n'aboutir à rien. Et, comme si cela ne suffisait pas, en 1988, presque à la fin de la guerre avec l'Iran, Saddam Hussein a utilisé des armes chimiques dans le village d'Al-Abia, un village au nord de ce même pays, parce qu'il avait été pris par les Iraniens, et peu importe qu'il y ait des femmes, des enfants, même des hommes qui n'avaient rien à voir avec la guerre, il a lancé ses bombes en représailles, aussi parce que c'était un village kurde. Les Kurdes sont une ethnie différente, qui ne parlent même pas arabe et vivent aussi en Irak, en Syrie et en Turquie, mais nous en discuterons dans une autre vidéo. Le fait est que cette attaque au gaz moutarde, au cyanure et à d'autres produits chimiques a coûté la vie à plus de 6000 innocents. Et la dernière goutte qui a fait déborder le vase sous le règne de ce psychopathe a été d'avoir déclenché une guerre avec le Koweït. Il a tenté de l'envahir parce qu'il ne voulait pas seulement s'emparer de ce pays, mais de tout le Golfe, mais il a commencé par ici. Le plus fou, c'est que le Koweït l'avait soutenu avec des ressources pour la guerre contre l'Iran. Le palais dont je vous ai parlé il y a un moment, que Saddam Hussein a fait construire en 1995, c'est exactement là où nous sommes en ce moment. En fait, il l'a fait sur une colline, à cause de ce que je vous avais dit sur le fait que les nouvelles civilisations construisaient sur les anciennes. Il voulait se placer au-dessus de tout le reste. Et ceci que vous voyez ici, c'est la vue panoramique qui fait le tour de tout l'endroit. Heureusement, nous avons obtenu une autorisation spéciale pour entrer et filmer. Et nous allons déjà vous montrer un peu de ce qu'il y a ici à l'intérieur. Je n'arrive vraiment pas à croire que je sois à l'intérieur de l'un des palais abandonnés de Saddam Hussein, en train de vous enregistrer une vidéo pour la chaîne. Regardez, cet endroit est complètement fou.
Honnêtement, je pense qu'il est interdit de monter ces escaliers. Mais Tom m'a dit, allons-y. Allez, allons-y. Tout est beaucoup trop sombre. J'imagine que c'est par peur que la structure s'effondre ou quelque chose comme ça. Mais j'imagine aussi qu'il construisait ça vraiment, vraiment bien. C'est fou d'être ici. Waouh! Je vais continuer à monter pour voir ce que je trouve. Même si je sais qu'il n'y a rien de mauvais, c'est super effrayant. Je veux dire, l'ambiance dans cet endroit devient lugubre. Non, moi là-bas, je ne monte plus. Regardez, c'est comme si j'arrivais. Je vais jeter un petit coup d'œil, mais définitivement, là-bas, je n'irai pas. D'accord? Ici, il y a d'autres escaliers. Ouah! 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 Regardez ça! Ouah! Ouf! C'est dingue! Et la vue que j'avais depuis celle-ci, qui est le dôme le plus haut de ce palais, c'est fou! Au bord du fleuve et avec des millions de palmiers dattiers, d'ailleurs, l'Irak revendique avoir le plus grand nombre de palmiers dattiers au monde. Au fond, on peut en voir quelques-uns, et comme si on n'avait pas déjà fait assez de folie jusqu'à présent, nous allons monter d'autres escaliers qui sont là, à moitié effondrés, pour réussir à atteindre le sommet de ce palais. C'est impressionnant. Ici, il avait son barbecue tout en haut du palais. Avec une vue à couper le souffle. Cette visite si intense à l'intérieur du palais est terminée. Il était même difficile d'identifier quelles étaient les chambres, quelles étaient les salles de séjour, car chaque espace était si grand. Et évidemment, il n'y a aucun type de meuble, ce qui prête à confusion. Si ce n'était pas pour la tuyauterie qui pouvait indiquer une salle de bain, tu ne devinerais même pas quelle pièce était quelle pièce, ou quel salon était quel salon. En poursuivant l'histoire de Saddam Hussein, après qu'il ait décidé d'envahir le Koweït en 1991, les États-Unis, avec une coalition internationale, ont décidé d'intervenir pour le chasser de ce pays. Et pas seulement cela, mais aussi lui imposer des sanctions économiques qui conduiraient le pays à une crise humanitaire. En fait, en 1996, l'Organisation des Nations Unies a accordé une autorisation spéciale pour qu'il puisse en vendre un peu de pétrole et obtenir de la nourriture pour le pays. Mais bien sûr, tout cela n'a été que mafia, corruption, et au final, la pauvreté et toute la crise que subissait ce pays ne se sont pas améliorées. Et la question que nous nous posons tous, comment Saddam Hussein restait-il au pouvoir? Eh bien, il avait accès au pétrole, il vendait le brut, disons de manière illégale, et ainsi il obtenait des ressources pour pouvoir contrôler les forces armées de ce pays. Et réprimer et extorquer, et évidemment instaurer la terreur, une censure totale. Et il n'y avait personne, disons-nous, pour le combattre. Mais ce n'est qu'en 2003 que les États-Unis ont lancé une guerre que, ici même, en Irak, on considère comme une invasion américaine. Alors qu'aux États-Unis ou en Occident, on pense que c'était une guerre pour renverser Saddam Hussein du pouvoir, parce qu'ils supposaient qu'il y avait des armes de destruction massive et qu'évidemment, elles représenteraient une menace pour le monde entier. Le fait est
qu'après être entré en Irak et avoir assassiné Saddam Hussein, jamais, mais vraiment jamais, on a trouvé les prétendues armes de destruction massive. Après la libération de l'Irak, commence l'occupation américaine de 2003 à 2011. L'armée irakienne et le parti politique Baas sont dissous. Mais contrairement à ce que tout le monde attendait, les tensions et le chaos augmentent dans le pays. En 2006, une guerre civile éclate entre les sunnites et les chiites, qui sont essentiellement les deux principales branches de l'islam. Et ils diffèrent en ce que les sunnites croient que le successeur de Mohammed devait être choisi parmi ses compagnons. Et aujourd'hui, il constitue la majorité dans le monde musulman, avec environ 85%. Tandis que les chiites croient que le leadership légitime devait rester dans la famille de Mahomet, spécifiquement avec son cousin et gendre, Ali. Ils sont majoritaires dans des pays comme l'Iran, l'Irak, Bahreïn et certaines parties du Liban, mais ils restent une minorité au niveau mondial, représentant 15% des musulmans. À cette époque, des groupes armés émergent également, parmi lesquels une version précoce d'Al-Qaïda. En 2011, le gouvernement des États-Unis se retire d'Irak et les tensions continuent d'augmenter entre les deux principales branches de l'islam. En 2014, l'État islamique d'Irak et de Syrie, un groupe d'extrémistes sunnites issus d'Al-Qaïda, lance une attaque brutale, prenant la ville de Mossoul, la deuxième plus grande d'Irak, en otage et déclare un califat depuis la Syrie. Ensuite, il commet des atrocités telles que des exécutions publiques, la destruction de sites historiques et des génocides comme celui des Yazidis, une minorité religieuse vivant principalement dans la région de Sinjar, au nord-ouest de l'Irak. Leur religion est très ancienne, avec des éléments du zoroastrisme, de l'islam, du christianisme et d'autres croyances que l'État islamique d'Irak et de Syrie ne tolérait pas. Ils ont tué des milliers d'hommes, enlevé des milliers de femmes et de filles, dont beaucoup ont été réduites en esclavage et vendues sur des marchés, et détruit des villages entiers essayant d'effacer leur culture. À ce moment-là, une coalition internationale se forme à nouveau entre les États-Unis, l'Iran, les Kurdes et les milices irakiennes pour finalement renverser l'État islamique d'Irak et de Syrie en Irak en 2017. Cependant, on dit qu'il reste encore des cellules de ces milices dans d'autres pays. Depuis lors, l'Irak est resté pris entre les influences de puissances étrangères, à savoir l'Iran et les États-Unis. Bien qu'il fasse encore face à des défis tels que la corruption, la pauvreté, les tensions religieuses et la présence de milices, il y a des signes de stabilité, de paix et d'une jeunesse qui exige un pays plus juste et souverain, comme c'est le cas d'Hussein, qui s'est consacré à attirer des touristes et à leur montrer l'autre visage du pays que l'on ne voit pas à la télévision. Je suis ici avec Hussein, qui était notre guide ici en Irak. Et je veux lui poser quelques questions sur tout ce qu'a impliqué la guerre des États-Unis avec ce pays. Hussein, tout d'abord, merci de répondre à nos questions et de nous guider à travers l'Irak. C'est un pays incroyable, mais... Et c'est totalement l'opposé de ce que nous, en Occident, connaissons ou entendons sur ce pays. Alors d'abord, je veux savoir, à propos du conflit entre les États-Unis et l'Irak, pourquoi les Irakiens pensent-ils que c'était une invasion plutôt qu'une guerre contre Saddam Hussein? Ah, d'accord. Eh bien, la guerre est une question très compliquée et sensible, même encore aujourd'hui. Les Irakiens ont des avis divergents sur les événements de cette période. Certains d'entre eux pensent que c'était une bonne chose parce que nous nous sommes débarrassés de Saddam, c'était un dictateur et en réalité c'était vraiment un dictateur. Mais ce qui s'est passé après 2023 a été vraiment pire que ce qu'ils attendaient, n'est-ce pas? Ils s'attendaient à ce que tout soit incroyable, que ce soit la libération, la liberté, etc. Mais les années suivantes ont été marquées par des attentats terroristes et une guerre civile. Donc ce n'était pas un bon résultat, même s'il ne plaisait pas à Saddam. Et puis il y a d'autres personnes qui, malheureusement, avec le parti de Saddam, lui plaisaient. Certains, comme Saddam, pensent encore que les États-Unis sont là pour détruire le Moyen-Orient, pour prendre le pétrole, prendre les ressources. Donc, si tu demandes à 10 Irakiens ce qu'ils en pensent, tu auras 10 réponses différentes. Mais en général, je pense que globalement, les Irakiens ne l'aiment vraiment pas.
L'ancien régime, que nous l'avons fait, l'Irak se développe maintenant d'une bonne manière, l'Irak est stable. Beaucoup de gens ne veulent pas répéter ce qui s'est passé en 2023 ou avant 2023. Et j'allais te demander, pourquoi cela? Parce que je viens de lire un peu que, oui, après 2023, alors l'État islamique d'Irak et de Syrie est arrivé, Al-Qaïda. oui, Al-Qaïda et une autre guerre. Mais aujourd'hui, je voyage et je me sens assez en sécurité en Irak. Et je fais une vidéo spéciale sur la vie en Irak aujourd'hui. Mais peux-tu dire en ce moment que la majorité de la population irakienne est d'accord avec la libération? Je veux dire, Non, je ne dirais pas qu'ils sont vraiment d'accord avec l'invasion en elle-même en tant qu'action, mais ils sont heureux que cela ait mis fin à Saddam. Bien que nous ne fassions toujours pas confiance aux États-Unis, nous croyons encore que même le fait qu'ils aient fait cela n'était pas pour la libération, ce n'était pas pour la liberté, ils avaient leur propre agenda politique qu'ils voulaient réaliser. bien sûr, bien sûr. Parce que là, la narration officielle sur les armes de destruction massive, sur le fait que l'Irak avait des liens avec Al-Qaïda, il s'avère que les deux ne sont pas vrais. Ils n'ont jamais trouvé les armes ni rien de ce qu'ils cherchaient. Exactement. Donc nous ne croyons pas que les États-Unis ont fait cela uniquement pour le peuple irakien, comme l'a dit Bush. Nous n'y croyons pas, évidemment. Mais je pense que le peuple irakien, lui, croit encore à une vie heureuse et il est content qu'au moins nous soyons sortis de l'ancien régime. Et je sais que tu étais très jeune, et peut-être que tes parents ou tes grands-parents. Pensez-vous qu'en ce moment, en 2025, la situation est meilleure qu'au début du 21e siècle? Oui, c'est un autre sujet sensible, mais je vais dire quelque chose. En l'an 2000 ou en 2021 ou en 2022, l'Irak était sous sanctions, l'Irak était isolé à cause de la guerre, à cause de l'invasion du Koweït. Les Irakiens n'avaient pas un bon salaire moyen. Je pense que maintenant, malgré une période difficile, la situation s'améliore. Mais moi, personnellement, je vivais dans un Irak d'après 2023, comme maintenant, 100 fois. J'ai choisi de vivre en Irak 100 fois avant 2023. C'est incroyable. J'approfondirai cette question dans la prochaine vidéo. Merci. Parlons-en davantage, bien sûr. Oui, parlons-en, merci. Nous venons d'arriver à Karbala, la ville où se trouve le temple de Hussein ibn Ali, qui est le petit-fils du prophète Mahomet et qui a joué un rôle fondamental dans la division entre chiites et sunnites. Nous allons maintenant au sanctuaire. Il est interdit d'y emmener des caméras, donc je dois les laisser et bien prendre le téléphone portable. C'est un lieu extrêmement sécurisé avec une sécurité très renforcée. En fait, c'est le centre de pèlerinage de l'islam, où se rendent le plus de personnes au monde. Chaque année, 40 jours après le martyre de Hussein, on célèbre un événement appelé l'Arbaïn. Et les fidèles s'y rendent pour rendre hommage et adorer Hussein, qui était le petit-fils de Mahomet. Alors qu'à la Mecque, si vous vous demandez, la Mecque est-elle plus grande? C'est le plus important parce qu'il appartient aux sunnites, qui constituent la majorité des musulmans dans le monde. Cependant, le Hajj, qu'on appelle l'événement de la Mecque, réunit 2 ou 3 millions de personnes chaque année. La différence est donc considérable. Nous entrons déjà dans le sanctuaire, après un contrôle de la garde. Pour cet endroit, il est obligatoire que les femmes soient entièrement couvertes, seul le visage peut être découvert, et les hommes doivent avoir les épaules couvertes. Ils peuvent avoir seulement les coudes découverts, comme nous le voyons là-bas avec Hussein, notre guide. Mais il n'est pas nécessaire que les femmes portent un voile noir, il peut être de n'importe quelle couleur, la seule chose c'est qu'elles ne peuvent pas montrer aucune partie des coudes, des épaules ou des genoux.
À l'intérieur du temple se trouve cet hôpital qui est totalement gratuit et géré par les chiites. L'une des choses qui m'étonne à l'intérieur de ce sanctuaire, c'est qu'il y a des commerces, des restaurants, des hôtels, des appartements tout autour. Toute la mosquée, pour ainsi dire, c'est comme un ovale totalement horizontal. Et comme vous pouvez le voir sur les côtés, il y a des rues avec des gens qui vendent de tout. On me disait que bien sûr, ils élargissent le périmètre de sécurité pour protéger l'endroit. Et donc toutes les personnes qui avaient, avant que cela ne soit construit, des maisons, des hôtels, des commerces, ici se retrouvent comme enfermées, pour ainsi dire, à l'intérieur de ce périmètre de sécurité. Et une maison qui valait auparavant environ 50 000 $ peut maintenant coûter 5 ou 10 millions de dollars. Parce que le plan des chiites est d'acheter absolument tout, de tout démolir et d'agrandir ce sanctuaire. Puisque, tout comme l'Église catholique, en vrai, sont une organisation qui gère différents projets, comme l'hôpital dont je viens de vous parler, et bien d'autres choses encore. Regardez ce que je veux dire, tous ces terrains ont été achetés pour agrandir cet endroit. Avant d'entrer, il faut prendre un panier, enlever ses chaussures, puis marcher. Et les femmes entrent par un côté différent de celui des hommes, même si ensuite elles peuvent sortir par ici aussi. Non, excusez-moi, je me suis trompé. La mosquée est divisée en deux, les hommes vont d'un côté et les femmes de l'autre. Je pensais, comme je voyais des femmes arriver par le même couloir, qu'en entrant, ils étaient ensemble, mais non. En effet, comme dans pratiquement toutes les mosquées, les hommes ont un endroit séparé de celui des femmes. Waouh! Waouh! Quel endroit impressionnant, tellement massif. Un lieu qui littéralement te submerge par sa beauté, par la quantité de cristaux qu'il y a tout autour. Impressionnant. Peu importe si tu ne crois pas en cette religion, cette visite est vraiment, vraiment intéressante. Si vous voyez un jour des musulmans avec une marque sur le front, c'est parce qu'ils posent ceci par terre, puis ils s'agenouillent et touchent le sol avec leur front. Alors, on pourrait dire que leur front se colore avec cette petite poussière qui se forme. En fait, je ne sais pas si vous avez vu à l'instant qu'ils viennent d'en laisser un. Regardez. Regardez, c'est intéressant. Quand une personne meurt, on l'amène ici pour la bénir, puis on l'emmène à l'endroit où elle sera enterrée. Parce que juste là-bas, à l'intérieur, est enterré Hussein, pour ainsi dire, le saint qui donne son nom à cette mosquée et la chose la plus sacrée de cet endroit. Et juste en face de la mosquée que nous venons de découvrir, se trouve celle du frère de Hussein ibn Ali, qui est exactement la même à l'intérieur. Mais celle-ci est un peu plus importante, car il a été un personnage plus important dans l'islam. C'est impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de personnes, avec des caméras professionnelles. Ici, je peux vous en montrer 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai vu plus de 30. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils ne te laissent pas entrer avec ta propre caméra, afin de pouvoir ensuite te vendre les photographies ici à l'intérieur. Et franchement, ils utilisent des appareils photo de très haut niveau, ces gars-là. Il est minuit 41 et nous retournons au sanctuaire parce que Tom veut enregistrer quelques TikTok. Oui, quelques TikTok, mais je veux aussi
expérimenter. Et oui, je veux expérimenter, voir comment c'est à l'intérieur quand je suis seul. Parce que quand je voyage avec un groupe, mais c'est un peu difficile de... Je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu... Je me sens comme un guide. Et maintenant, je vais vivre l'expérience comme un touriste et comme un client. Tom avait plusieurs jours en Irak avant que tout le groupe n'arrive. Comment t'es-tu senti en étant en Irak, tout seul les premiers jours? Et combien de fois as-tu été en Irak? C'est ma 3e fois en Irak, donc pour moi, ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais ma première fois en Irak, c'était déjà comme normal. Parce que dans les médias, dans les informations, les gens disent toujours qu'il faut faire attention parce qu'il y avait une guerre. Et dans le passé, il y avait tellement de choses très très mauvaises. Mais le passé est derrière nous. Maintenant, nous sommes dans la rue. Il est presque... 1 heure du matin, c'est fou. Tu peux simplement marcher dans la rue. Tout le monde est super gentil et heureux, et je pense que c'est la chose la plus belle de cet endroit. Parce que lorsque tu viens en Irak pour la première fois, tu es un peu méfiant. Mais ensuite, ce sont les gens qui te font te sentir le bienvenu, parce que ce sont les gens qui vont d'abord te demander « D'où viens-tu? Besoin d'aide? Pas besoin de payer pour le jus? C'est pour moi. » Ils te font te sentir comme ça. Tu es un dieu, un touriste, être comme un dieu ici, je crois que c'est ça. Ce qui rend ce pays super cool. Quand êtes-vous arrivé pour la première fois en Irak? 2018. Donc depuis ce temps-là, tu trouves que l'Irak est relativement calme? Oui, depuis, je crois, 2012, je crois que oui. Non, pardon, après le... État islamique d'Irak et de Syrie, oui, 2017. Eh bien, ici, vous avez l'expérience d'un voyageur qui est venu seul avec des gens et évidemment sous sa propre responsabilité. Donc, je devrais être plus prudent. Et la vérité, c'est que le pays lui souhaite la bienvenue. Les gens sont tellement hospitaliers, on peut dire, ou tellement gentils, que tu peux littéralement te promener dans la rue à 1 heure du matin. Et je pense que cela fait en grande partie de l'histoire de l'Irak. Parce que pouvoir montrer la réalité de l'Irak d'aujourd'hui, c'est aussi une partie très importante du travail des créateurs de contenu, de tous ceux qui viennent en Irak. Je sais qu'en créant du drame, en cherchant le sensationnalisme, on peut générer plus de vues, on peut gagner plus d'argent. Mais ces pays, tout comme le nôtre, ont besoin que les gens y aillent et disent qu'on peut y aller en tant que touriste. Non, avec ça, je ne suis pas en train de dire que le pays va bien, que le pays est parfait. Non. Mais que des personnes étrangères ou même des locaux qui vivent à l'étranger. Nous avons rencontré des Irakiens des États-Unis venus rendre visite à leur famille. Qu'ils puissent venir et injecter un peu d'argent, faire tourner l'économie, aider ces personnes qui ont besoin du tourisme pour survivre, comme c'est très souvent le cas au Venezuela. Notre guide nous avait prévenu que c'était bondé en permanence, mais nous ne l'avions pas cru. Pourtant, regardez. Et il est 1 heure du matin. Ce n'est même pas le week-end. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est fou. Là-bas, il y a un homme qui fait un discours. Je ne suis pas sûr que ce soit un enterrement, parce que je vous ai déjà montré qu'ici, quand il y a un mort, ils le promènent avec les urnes. Comme pour bénir le corps avant de l'enterrer. Mais ici, on ne voit aucun enterrement, même si les gens pleurent à chaudes larmes. Évidemment, ça me fait beaucoup de peine de me mettre en face pour les filmer, mais ce moment est impressionnant.
Bonjour voyageurs. Depuis la ville de Nadjaf, nous sommes venus ce matin depuis Kerbala. Un trajet d'environ 2 heures et nous sommes arrivés à l'endroit le plus sacré de tout l'Irak. Nous sommes dans le mausolée, dans le sanctuaire de l'imam Ali, qui était le cousin et le gendre du prophète Mahomet, dont je vous ai déjà beaucoup parlé tout au long de cette vidéo. Eh bien, même si ce n'est pas l'endroit le plus fréquenté, c'est le lieu le plus sacré de tout le pays. Et même dans l'islam, juste après la Mecque, Médine et Jérusalem, c'est l'endroit le plus sacré. Mais fou. En sortant de la mosquée de l'imam Ali, je vais conclure cette visite à travers l'histoire de l'Irak. J'ai été surpris d'avoir fait cette vidéo. Tout d'abord, parce que j'ignorais l'importance de ces territoires pour l'évolution de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et je m'en doutais, mais je ne savais pas que cela pouvait être à ce point. La différence entre ce que les informations te vendent et la réalité d'un pays qui a énormément souffert. Ce ne sera pas la dernière vidéo sur l'Irak. En fait, ça va être l'une de celles que vous allez préférer. Et c'est en demandant aux gens comment était la vie ici, comment c'est de vivre en Irak en 2025. Alors, si vous arrivez ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Appuyez sur le bouton des notifications, la petite cloche, pour que YouTube vous prévienne. N'oubliez pas de laisser un commentaire et un like. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo.